Je vais vous expliquer comment reconnaître les céréales et vous parler un peu des céréales qu'on trouve autour de nous dans les champs. Une céréale très importante, c'est l'orge. On peut la reconnaître parce qu'elle fait 2 rangées de grains et elle a des petits fils au bout des grains, des petits poils qui sont très longs. Et les poils des grains du bas rejoignent pratiquement les poils des grains du haut de l'épi. Et donc on peut le reconnaître comme ça, à ces poils très longs. Il existe des orges à 6 rangées de grains, donc qui forment des beaucoup plus gros épis. Mais l'orge, de manière générale, c'est celui-là avec 2 rangées de grains. L'orge était très consommé dans l'Antiquité. Les Grecs avaient pratiquement 90% de leur consommation de céréales qui était de l'orge. Les Romains aussi consommaient beaucoup l'orge. Et ça, c'est notamment parce que l'orge tient assez bien les climats méditerranéens et les terres assez sèches et peu engraissées et peu fertiles. Du coup, l'orge était beaucoup cultivée en Afrique du Nord et tout le pourtour de la Méditerranée et dans l'Antiquité. Et petit à petit, avec diverses évolutions techniques, l'orge a été remplacée beaucoup par le blé et par le seigle. L'orge est à l'heure actuelle utilisé surtout comme fourrage pour les animaux, mais il est aussi utilisé encore en grande partie pour la bière. C'est avec l'orge qu'on peut faire de la bière. Il est évidemment consommable par les humains. Dans l'Antiquité, on le consommait comme nourriture, mais à l'heure actuelle, on ne le consomme plus trop comme nourriture. Ça, c'est l'avoine. L'avoine, il est facile à reconnaître parce que, évidemment, il ne forme pas d'épis très concentrés. Et du coup, ça fait une sorte d'arbre comme ça. Et les grains sont au bout de chaque branche de l'arbre et pendent. Et ça forme cette espèce d'arbre comme cela. L'avoine était très peu cultivée par les Grecs. Et du coup, je pense aussi très peu par les Romains. Ils considéraient que c'était compliqué à cultiver et que ça apportait pas grand-chose. Et la culture de l'avoine a vraiment explosé au Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, diverses évolutions techniques, notamment les socles de charrues, et une grande importance de la cavalerie dans l'armée et dans la vie de tous les jours, le fait que les chevaux étaient très répandus, a poussé à la culture d'avoine, qui est une céréale vraiment utile pour le fourrage, vraiment efficace pour le fourrage, donc pour nourrir les animaux. Donc c'est au Moyen-Âge que la culture d'avoine a explosé, notamment pour les besoins des animaux et des chevaux. Les chevaux adorent l'avoine. Et il est évidemment consommable par l'homme. Nous, on le consomme sous forme de flocons d'avoine pour le petit déjeuner. Mais la plupart du temps, quand il est cultivé dans nos champs, c'est pour le fourrage aussi. Ça, c'est le seigle. Le seigle, il est facilement reconnaissable parce qu'il a une forme d'épi qui est très cubique. Il a 4 rangées de grains, des grains assez allongés et des grains qui deviennent foncés. Et du coup, les champs de seigle ont un aspect un peu gris et les grains sont un peu foncés. Il a des petits poils au bout de chaque grain et chacun de ces petits poils, contrairement à l'orge où les poils vont très loin et presque tous à la même distance, s'arrêtent tous au même endroit, les poils du seigle forment une petite échelle comme ça et font tous la même taille. Et du coup, ils se dépassent très peu. La culture du seigle a explosé au Moyen-Âge avec l'utilisation de l'agriculture et de la culture des céréales dans les régions plus nordiques et plus froides, comme les régions de montagne en Suisse par exemple, parce que le seigle est très résistant au froid et il résiste très bien les climats un peu plus froids. Et il était très pratique parce qu'il est panifiable, on peut en faire du pain assez médiocre, mais on peut en faire du pain. Il est très polyvalent et du coup dans les régions un peu isolées où on a peu accès à beaucoup de ressources, le seigle était très pratique de par sa résistance et son aspect polyvalent. Alors le blé c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de variétés de blé, notamment avec des poils et d'autres sans poils, mais il est reconnaissable à l'arrangement de ses grains, qui forme une espèce de petite fleur de lotus comme ça, une espèce de petite éventail de grains et de cosses qui retiennent les grains. Et ces éventails sont répartis une fois l'un d'un côté, ensuite l'autre plus haut de l'autre côté, ensuite l'autre plus haut de l'autre côté, etc. Et c'est comme ça qu'on reconnaît le blé. Le blé, c'est vraiment la céréale qu'on cultive le plus à l'heure actuelle. Il y en a 2 sortes. Il y a 2 sortes principales qui sont le blé tendre et le blé dur.
Le blé dur, moi je le connais pas, il y en a très peu ici. Le blé dur, il est utilisé pour faire des pâtes. Et le blé tendre, il est utilisé pour faire de la farine et du pain surtout. Et ça, c'est des blés tendres. C'est des blés qui viennent d'ici et c'est pratiquement sûr que c'est des blés tendres. Mais moi, je ne sais pas bien faire la différence entre le blé tendre et le blé dur. Il me semble que je connais que le blé tendre. La culture du blé s'est beaucoup répandue en Europe au Moyen-Âge. Avec l'ouverture de nouvelles terres agricoles dues au progrès technique, notamment à la charrue, à l'évolution des charrues et du ferrage des chevaux, qui a permis l'ouverture de terres agricoles beaucoup plus riches, beaucoup plus fertiles et des terres beaucoup plus lourdes et grasses qui ont permis la culture du blé. Notamment dans le bassin parisien et dans les grandes plaines ukrainiennes ou même les plaines allemandes. Ça, c'est la dernière céréale qu'on voit beaucoup autour de chez moi et dans je pense toute l'Europe. C'est le triticale. Elle ressemble beaucoup au blé, mais aussi au seigle. Et c'est normal parce que c'est une hybridation entre ces deux céréales qui sont le blé et le seigle. Et du coup, le triticale est vraiment utilisé pour le fourrage. Donc on le donne à manger aux animaux. Il produit assez beaucoup de grains et il est assez résistant. Par contre, je pense qu'il doit être difficilement panifiable vu qu'on l'utilise comme fourrage. Le triticale, il est compliqué à reconnaître, mais quand on connaît le blé et le seigle, on arrive à percevoir l'hybridation. C'est-à-dire qu'on a l'arrangement des grains typiques au blé et on a les poils plutôt typiques au seigle. Mais c'est vrai que le triticale peut être confondu avec pas mal de blé. Mais quand on l'a à l'œil, quand on le voit souvent, il me semble qu'on arrive quand même à le discerner de par aussi la longueur de son épi et de par pas mal de choses. Mais il est facile de se tromper sur le triticale et de considérer que c'est un blé. Un blé avec des poils. Regardez, il y a un attroupement de papillons. C'est assez marrant. Ils sont tous regroupés au même endroit. Sûrement qu'il y a des phéromones d'une femelle ou alors une plante particulière, mais je pense pas que c'est la plante parce qu'ils étaient tous sur du plantain. Ils étaient tous sur une fleur de plantain et une feuille de plantain. Je pense juste qu'ils s'attirent avec les phéromones et du coup ils se retrouvent tous au même endroit. D'ailleurs, il y en a certains qui ont les ailes un peu jaunes, c'est certainement les femelles, mais je suis pas sûr. Dire les choses, c'est toujours un peu les trahir. Parce que les choses sont pas faites de mots. Les mots, ce sont que des étiquettes qu'on colle dessus. Faut-il dire le monde? Ou faut-il le vivre? Faut-il faire les deux? Est-ce que dire le monde nous permet de plus le vivre? Je ne sais pas. Il faut rester fidèle. Il faut rester fidèle au monde. Et dans ce cas, on peut le dire. On peut le dire. Et ça le rend encore plus beau. Mais il faut rester fidèle à lui. Et quand on dit le monde, pour dire qu'il est une illusion, qu'il n'existe pas, on n'est pas fidèle au monde. J'entends de la musique, mais un peu bizarre. Ce serait quand même pas mes lunettes qui servent d'antenne qui font que je capte la radio dans ma tête. C'est comme si la musique elle venait d'un avion. Bon, j'entends encore la musique au loin. Du coup, je me suis donné une quête. Retrouver la source de la musique. En avant! Le troupeau de moutons célestes est avec nous.
Me voilà rendu si loin. Et je n'entends même plus la musique. Puisses-tu vivre de grandes aventures de ton côté? L'histoire des céréales, je pense que c'est une histoire assez importante. Et que c'est un peu au centre de l'histoire de la civilisation humaine. Beaucoup de choses qui se sont produites pour les humains ont un lien proche, un lien avec les céréales, un lien avec la culture des céréales, la condition des céréales. Et même quand bien même les faits historiques n'ont pas tous un lien avec les céréales, la céréale est toujours omniprésente dans l'histoire de l'humanité. En tout cas depuis l'Antiquité, ça c'est sûr. Oui, dans l'histoire de l'humanité. Dans la préhistoire, peut-être un peu moins. Mais dans l'histoire de l'humanité, oui, la céréale a toujours été présente. Et d'ailleurs, elle est peut-être tellement centrale qu'il est même possible que la notion d'histoire existe grâce aux céréales. C'est-à-dire que l'écriture a un lien avec les céréales, avec la comptabilité des céréales, avec le fait de pouvoir accumuler les grains, etc., qui a provoqué l'écriture, puis la comptabilité, et donc finalement l'histoire. Donc quelque part, ce que je dis, c'est encore plus profond que ce à quoi on croit. C'est-à-dire que rien que parler d'histoire, c'est en fait parler de céréales. Le sujet historique est lui-même lié aux céréales. Les humains qui écrivent, qui racontent des histoires, qui dansent, qui chantent, qui construisent des maisons, qui font la guerre, qui élisent des rois, qui décapitent des rois. Tout ça a un lien avec les céréales.